Bienvenue pour cette table ronde qui débute donc cet après-midi. Une table ronde qui traitera d'un sujet ô combien important et essentiel, j'ai nommé l'euro. Nous sommes plus de 22 ans après son adoption et son introduction dans les poches des citoyens européens. Et il est désormais plus que temps d'en dresser un bilan, chose par ailleurs totalement proscrite dans les médias mainstream. Et c'est aussi l'occasion d'imaginer la France d'après l'euro, cette France qui serait libérée du joug de cette monnaie commune et des contraintes qu'elle impose. Il est important par ailleurs de noter que nous placerons cette table ronde sous l'égide ô combien importante de la lutte contre la désinformation et les fake news. Et c'est pourquoi il sera intéressant, j'en suis sûr, de confronter au cours de nos échanges les diverses promesses de nos dirigeants de l'époque au mur du réel. Et c'est notamment ce à quoi vont s'atteler nos trois intervenants de grande qualité. Avec nous, Aîné Bussac, diplômé d'HEC, enseignant, conférencier. Vous avez écrit plusieurs ouvrages qui évoquent les monnaies, et notamment les monnaies numériques. Et il sera intéressant d'avoir votre éclairage sur les projets en cours d'euro numérique, mais aussi sur les avantages que peuvent constituer les crypto-monnaies pour déjouer les tentatives de surveillance généralisée notamment. Avec nous également Dominique Bourse-Provence, Dominique qu'on ne présente plus, référent Île-de-France des Patriotes. Il est aussi ancien responsable syndical, ancien conseiller régional de la région Île-de-France, de 2015 à 2021, où il siégeait dans la commission de la formation et de l'apprentissage. On peut retrouver ses analyses dans l'excellente revue Défis souverainistes. Son expérience nous permettra de démystifier les promesses de plein emploi serinées à l'époque de l'adoption de l'euro. Merci à lui. Et enfin, avec nous pour parfaire cette table ronde, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés Tom Benoît. Bonjour. Tom Benoît, entrepreneur, essayiste, spécialiste en économie, mais aussi fondateur de la revue Géostratégie Magazine, qui est par ailleurs une des rares revues où les voix dissonantes sur l'économie et sur l'euro peuvent s'exprimer. On a le plaisir de le retrouver sur TV5 Monde, où vous avez peut-être constaté, il a eu l'occasion de confronter Bruno Le Maire il y a quelques semaines, quelques mois, sur son succès tout relatif de ministre de l'économie. Tom Benoît, merci à vous de votre présence. Merci de m'avoir invité, merci à vous surtout d'être là. Merci. Pour débuter cette table ronde, j'aimerais citer une phrase de Michel Rocard à l'occasion des débats sur le traité de Maastricht. Michel Rocard disait « Maastricht constitue les trois clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. » Alors je vais commencer avec vous, Tom Benoît. À vos yeux, est-ce que ces promesses ont été tenues, au moins sur la partie économique et monétaire? Est-ce que l'euro est devenu cette zone monétaire optimale? Alors moi j'ai été l'un des, pas des premiers, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, mais il y a quelques mois, quelques années déjà que je dis que si on compare le poids des monnaies nationales de tous les États-nations de la zone euro qui ont constitué cette zone euro était plus élevé avant que l'euro n'existe comme monnaie. Si on compare la part des exportations des produits manufacturés dans le monde, on s'aperçoit que les pays de la zone euro avaient une importance et qu'ils ne l'ont plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Mario Draghi qui rend un rapport européiste convaincu et qui nous dit « L'Europe est aux portes d'une lente agonie. Si vous ne vous surendettez pas tous, ou plutôt si nous, Européens, européistes, ne prenons pas la décision de vous surendetter, à vous, peuple européen. » Et le constat que fait Mario Draghi est exactement le même que celui que je faisais il y a plusieurs mois, plusieurs années, et que d'autres faisaient. C'est-à-dire que l'Europe avait perdu toute forme de compétitivité à cause de l'euro. Et Mario Draghi ne précise pas que c'est à cause de l'euro, mais ce qu'il constate, c'est que l'Europe a perdu toute forme de compétitivité. Ça veut dire qu'on est en train d'assister aujourd'hui
à un aveu de la part de personnes qui constituent ce qu'on appelle une oligarchie dirigeante en tout cas, qui ont pris des décisions pendant 2 décennies, depuis 1999 et la création de la BCE, et un peu avant lorsque l'euro était seulement une idée, et depuis que l'euro a été mis en place, et qui sont en train de vous expliquer, à vous, à nous, peuples européens, que pour sauver cet euro qui est en train de mourir, il va falloir investir avec votre argent, avec votre épargne et avec votre force de travail. Et en 2010, lorsque l'euro était à 2 doigts de l'agonie, déjà en train de mourir, ça a été la même chose. Et c'était un moment où, on va dire qu'il y avait un emballement plus frais, malgré tout, pour l'Union européenne. Il y avait des identités nationales qui existaient encore, qui subsistaient. Et donc, dans les grands médias et de la part de toutes les femmes et les hommes politiques de l'époque, il était plus difficile de justifier qu'il allait falloir investir massivement pour sauver l'euro. Mais c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit sous l'angle politique, c'est ce qui s'est produit sous l'angle monétaire, avec le quantitative easing. Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, j'ai expliqué le concept assez régulièrement. C'est le fait pour la Banque Centrale Européenne d'acheter les titres obligataires de l'État français en l'occurrence, mais d'un pays dont elle régit la monnaie, pour faire baisser les taux longs et pour permettre à cet État de se surendetter, de continuer à surendetter. Et c'est ce qui a été opéré justement par Mario Draghi à partir de 2015. Le quantitative easing est une hérésie pour toute forme de stabilité monétaire, une absurdité sans nom. Les Japonais l'ont innové en 2000, 2002, en sont revenus après des années, ont juré de ne plus y toucher. Les Américains y ont touché et ont été conduits, ça les a conduits à des situations absolument ingérables sur le plan économique et monétaire. Et c'est ce qui nous a conduit à des points d'inflation qui ont été ingérables en zone euro. Je rappelle que Christine Lagarde, actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne, disait en 2021, l'inflation, je ne sais pas ce que c'est l'inflation. Sous-entendu, je sais ce que c'est bien sûr, mais il n'y a pas d'inflation ici, il n'y a pas de risque d'inflation. Parole de Christine Lagarde, qui a dit également au détour d'une réunion publique, qui a avoué avoir violé tous les traités de l'eurozone pour sauver l'euro. Ça veut dire que les personnes qui sont à la tête de l'eurosystème aujourd'hui, comme outil politique, comme outil de gouvernance et comme outil monétaire, vous expliquent que si vous n'acceptez pas de payer, si vous n'acceptez pas de vous faire spolier, la zone euro vous conduira vers une lente agonie. C'est la menace du cancer que l'on est en train de vous envoyer au milieu de la figure. La menace du cancer, sauf que la tumeur, c'est l'euro. Et que la seule solution, et on ne le dira jamais assez lorsque j'entends des personnes qui font partie un peu de ce courant de bon sens en quelque sorte, hein, simplement vous dire non mais peut-être qu'on pourrait parler de Brexit simplement ou sortir de la Commission, mais garder malgré tout l'euro comme monnaie. Non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas un grand pays si vous n'avez pas la main sur votre monnaie. Vous n'avez pas la main sur votre dette si vous n'avez pas la main sur votre monnaie. Vous n'avez pas la main sur l'exploitation de votre force de travail, sur les investissements publics si vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie. La priorité dans l'économie, c'est la monnaie. Et c'est pour ça que le sujet... Et vous le savez parce que vous payez avec quoi? Avec de la monnaie. Vous ne payez pas avec des titres obligataires. Lorsque vous êtes payé avec de l'argent ou avec de la monnaie liquide. Parce que toute la population, toutes celles et ceux qui travaillent, qui font des affaires, tous les entrepreneurs, quand ils doivent payer l'URSSAF, l'imposition, qu'est-ce qu'on leur demande? Des bonds? Non. De la monnaie bien liquide. Et là, ce que demande l'Union européenne, c'est la titrisation de quoi? De votre épargne bien liquide, pour la rendre illiquide. Et lorsque j'ai dit ça au mois d'avril dernier, c'était complotiste évidemment, parce que vous lisez un rapport qui s'appelle Union des marchés de capitaux, qui n'a rien à voir avec des marchés de capitaux, on est sur un autre débat, on est simplement sur l'union de l'épargne et de l'investissement, comme ça a été rappelé ensuite. On dit vous êtes en train de dévoiler le poteau rose trop tôt là, il ne faut pas en parler. Et aujourd'hui j'entends depuis l'apparition du dernier rapport de Draghi, Thomas Piketty, économiste proche de comment il s'appelle, Raphaël Glucksmann, des places publiques, et qui signe une tribune dans Le Monde aujourd'hui en disant l'utilisation de l'épargne privée est essentielle pour que l'Europe ne décroche pas. Et j'entends toutes ces personnes-là sur les plateaux de télévision vous dévoiler le poteau rose, tout simplement vous dire oui, l'union des marchés de capitaux, évidemment que ça... Le
corollaire, ce sera quand même la mobilisation de votre épargne. Hein. Sans ça, il n'y aura pas d'argent magique, parce qu'il n'y a pas une grande... voilà, il va bien falloir prendre l'argent de quelque part. La réserve d'énergie économique, ben, c'est la réserve financière, c'est votre force de travail, donc il va falloir titriser une épargne, la rendre liquide. Donc le poteau rose commence à être rendu, voilà pourquoi l'euro, pour répondre à votre question, est à exterminer tout simplement, à éliminer de la circulation. Bien, merci Tom Benoît pour cette première introduction. Aîné Bussac, on parlait justement du rapport Draghi, de la possibilité de spoliation de l'épargne. On voit également poindre des menaces, notamment sur l'argent liquide. Est-ce que vous pensez qu'à terme, c'est une possibilité qui pourrait réellement advenir, cette disparition de l'argent liquide de la part de la Banque Centrale Européenne qui semble le souhaiter ardemment? Alors en fait, la bonne nouvelle, c'est que le projet d'euro numérique a pris du retard. Un des principaux artisans de ce projet, M. Panetta, a quitté le navire il n'y a pas très longtemps. Et là, on parle de 2028 ou 2029. Et je pense que... Même quand Christine Lagarde parle du projet d'euro numérique, elle ne parle pas de disparition du cash, en tout cas dans un premier temps. Donc je pense que dans le pire des cas, on serait en 2035 ou 38 ou je ne sais pas. Moi, pour vivre en Allemagne, je pense que la disparition du cash, c'est pas la peine. Comment ? Ils aiment beaucoup le liquide, les Allemands, donc, et pas que, hein, les Autrichiens aussi qui l'ont sanctuarisé dans leur constitution, si j'ai bien compris, ou par une loi. Donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Je me fais plus de soucis sur la forme que pourrait prendre l'euro numérique. J'ai fait un petit résumé dans mon dernier livre sur les moyens numériques et la blockchain, mais ça a évolué depuis, évidemment. Christine Lagarde de temps en temps s'exprime sur le sujet, mais on voit que c'est plus vraiment la priorité du moment. La priorité du moment, c'est de permettre aux États de s'endetter jusqu'à plus soif, je pense, ou de saisir l'épargne des Européens pour toujours plus financer des choses très utiles comme la guerre en Ukraine, et donc, ou la transition écologique. Et donc, je ne fais pas trop de soucis pour le cash, d'autant plus que le cash est émis par la Banque Centrale Européenne elle-même. En fait, le cash que vous avez, ça vient de la Banque Centrale Européenne, et donc c'est une espèce aussi, une petite source de revenus pour elle. Par contre, là où il faut se faire des soucis, c'est à quoi pourrait ressembler l'euro numérique. Alors on entend des choses comme le fait que l'anonymat ne soit pas complètement protégé, le fait qu'il y ait des limites d'utilisation. J'ai entendu même parler du fait que l'euro pourrait être périssable, c'est-à-dire si vous ne voulez pas utiliser au bout de 3 ou je ne sais pas combien d'années, il disparaît. Enfin, des choses, là, je n'ai pas vérifié, enfin, je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont vérifiées, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont dit, donc il faut faire attention à ces choses-là, mais comme toute chose qui vient de ce système, il faut s'en méfier comme de la peste. C'est pour ça que... C'est pour ça que moi je serais partisan, et je pourrais en parler avec Florian, qu'un parti comme les Patriotes prenne ce sujet en main pour faire une contre-proposition. Parce que de dire non, c'est sympa, mais c'est pas très sexy. Ce qu'il faut aussi voir, c'est ok, non, mais on fait quoi à la place ? Et c'est là que pourraient intervenir justement les monnaies numériques ou les crypto-monnaies comme on les connaît, parce que je ne dis pas du tout qu'il faudrait introduire le bitcoin ou je ne sais pas quoi comme monnaie, mais il y a des bonnes idées. Donc que je pourrais peut-être développer au cours de cet entretien, mais je vais passer la parole à Dominique sur d'autres sujets. Mais il y a des très très bonnes idées dans les crypto-monnaies pour se réapproprier une part de transparence, d'efficacité, même de démocratie ou d'une meilleure gestion de la valeur, parce que la monnaie c'est quelque chose de tellement fondamental. Enfin, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le voit. Le système avec lequel on interagit le plus, c'est le système monétaire finalement. Hein, on paye des choses tous les jours. Il faut que ce soit pratique, mais il faut aussi que ce soit inclusif et que ça garantisse l'anonymité des personnes privées, hein, pas forcément de l'État, mais des personnes privées. Et tout ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre sur la table si on se projetait dans un franc numérique qu'on concevrait nous-mêmes pour avoir ne serait-ce qu'une contre-proposition par rapport à cet euro numérique qui, de ce que j'en connais, me fait peur, et vu qui est en train de le mettre en place, il y a des raisons d'avoir peur. Bien, merci. Je termine ce premier tour de table. Dominique, tu voulais réagir? Oui, oui. Bonjour à tous. Oui,
Je pense que cette table ronde aurait pu s'appeler le retour du franc. Parce que, bon, il y a un débat au niveau des monnaies numériques, mais c'est vrai que fondamentalement, ce que l'on doit, parce que politiquement, il y a une dimension en plus très symbolique, ce qu'on doit effectivement réaffirmer, c'est l'autonomie et la souveraineté par rapport au franc. Qui tient la monnaie, tient l'État, vous le savez. Aujourd'hui, vous savez qui tient la monnaie, d'accord? La banque en Allemagne, la banque centrale. Et donc, qui tient l'économie française? Bah, c'est l'Union européenne. Et ça, il faut que ça cesse. C'est pas possible que ça continue. Pourquoi? Parce que ce sont les salariés, les travailleurs, les indépendants qui en subissent les conséquences tous les jours. Et ce qu'ont dit les collègues précédents, eh bien, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on va vers un appauvrissement généralisé. Et ça, c'est pas concevable. En 2002, quand on est passé à la monnaie européenne, tout le monde n'a pas connu cette période. J'ai la chance de l'avoir connue, entre guillemets. Eh bien, en 2002, les Français ont mis une petite semaine pour passer du franc à l'euro. D'accord? Les Allemands, à l'époque, ont mis 48 heures. Toujours le côté, vous voyez, les Allemands qui sont les bons élèves et qui font mieux que les autres. 48 heures pour passer, et nous, on a passé une semaine. Ce qui a été possible dans un sens devrait bien évidemment et bien assurément l'être. Et vous avez remarqué la bronca et puis l'invisibilité qui est supportée par des gens qui peuvent émettre cette hypothèse. Parce que derrière le Frexit, il y a toujours effectivement la problématique monétaire. Toujours. Parce que le Frexit sans monnaie souveraine, ça n'a quasiment pas de sens. Et l'un est lié à l'autre. Si on sort par le Frexit, on fera effectivement la souveraineté monétaire française. Et si on fait la souveraineté monétaire française, ou si quelqu'un d'autre le fait avant nous, l'ironie de l'histoire, c'est que les Allemands qui profitent le plus du système par rapport au taux de parité monétaire, cette monnaie commune, vous savez, qui est en fait une espèce de serpent. D'accord? Mais avant, il y avait le serpent monétaire, avant l'Union européenne et la monnaie européenne. Mais en fait, c'est un serpent déguisé aujourd'hui. Eh bien, dans ce cadre-là, c'est ceux qui bénéficient le plus, effectivement, de cette réalité de la monnaie commune, qui pourraient en sortir avant nous. C'est énorme, d'accord? Alors, justement, tu parlais donc de la Banque Centrale Européenne à Francfort, de cette Allemagne. On voit poindre des débats sur le fait que, finalement, et je vais me retourner d'ailleurs vers Tom Benoît, sur le fait que l'un des pays qui pourrait être le premier à quitter l'euro, ce serait l'Allemagne, qui pourtant, en apparence, semble en avoir bénéficié. On avait un rapport il y a quelques années indiquant que l'Allemagne était l'un des pays qui avait le plus bénéficié de l'adoption de l'euro. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? Ça dépend. Alors là, il y a plusieurs axes. Le premier, dire que l'Allemagne a bénéficié de l'euro, monétairement parlant, c'est faux. Politiquement parlant, c'est vrai. Parce que l'euro, comme monnaie justement de l'outil de gouvernance qu'est la Commission européenne, a permis effectivement bien des investissements. Par contre, sur le plan de la balance des paiements entre États européens, là aussi je l'ai souligné assez régulièrement, vous avez un système qui s'appelle Target 2, qui est le système de paiement de la zone euro. Et donc il y avait Target 1 et Target 2 qui a révisé le mode opératoire du rééquilibrage des balances entre pays de l'eurozone. Et avec ce système, l'Allemagne n'est jamais payée par les pays qui ont un passif vis-à-vis d'elle. Pour vous prendre une comparaison très simple avec les États-Unis, le Nebraska a généralement une dette vis-à-vis du Texas. Parce que le Texas est un poumon économique et le Nebraska l'est un petit peu moins. Et ici, l'Allemagne, jusqu'à présent, était un gros pays industriel de la zone euro. Et l'Italie, qui exporte énormément par ailleurs, qui fait partie, si on exclut les exportations énergétiques, des 6 plus gros exportateurs du monde, même en proportion, encore aujourd'hui, a plutôt un passif vis-à-vis de l'Allemagne. Mais depuis Target 2, l'Italie ne paie pas, ne règle pas son passif vis-à-vis de l'Allemagne. Ça veut dire qu'il y a simplement un registre de compte entre banques centrales qui est tenu, avec du positif et avec du négatif. Mais
on ne se paye jamais. Donc partant de ce principe-là, l'Allemagne n'a pas vraiment profité de l'euro. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si on parle des intérêts, eh bien, en toute objectivité, le pays qui en profite le plus aujourd'hui, c'est le pays qui est victime de la plus forte immigration incontrôlée, qui a eu une dilution la plus puissante de son identité, qui a une fonction publique très développée, qui avait une économie qui était, on va dire, essentiellement axée sur le service et qui a perdu sa qualité dans le service, qui est un grand pays. C'est la France, naturellement. Parce que l'Italie, bon, ils sont très déficitaires comme nous, mais à la rigueur, s'ils sortaient de l'euro, ils ont beaucoup d'exportations également, ils ont beaucoup de choses à vendre. Donc avec une monnaie un peu moins chère, un peu moins forte, ça favoriserait leurs exportations. Les Espagnols, n'en parlons pas, c'est la même chose. D'ailleurs, eux-mêmes dans la mentalité, ils n'ont pas envie d'y être. On le voit avec le marché commun de l'électricité, ou plus récemment, Pedro Sanchez, qui a été le plus virulent à se révolter vis-à-vis de Bruxelles en disant non, l'idée de taxation douanière à outrance sur l'automobile, c'est pas une bonne idée. Et donc il y a des pays comme ceux-là qui peuvent avoir des intérêts divergents à sortir. Après, il y a les pays qui ont beaucoup d'épargne. L'Irlande, le Luxembourg par exemple. Et ceux-là sont les premiers à avoir peur, à craindre justement l'union des marchés de capitaux dont je parlais précédemment. Les Irlandais ne veulent pas de l'union des marchés de capitaux. C'est Bruno Le Maire l'année passée qui disait dans un selfie vidéo à Gand, dans les couloirs d'un parlement, l'union des marchés de capitaux. Oh, je dis ça parce que c'est vrai, il se filmait avec le portable en disant l'union des marchés de capitaux n'avance pas suffisamment vite et des pays ne veulent pas y participer, donc nous la ferons quand même à 3 ou à 4, mais on n'attendra pas que tout le monde soit d'accord. Autrement dit, les pays qui ont de l'épargne et qui ne veulent pas se la faire voler n'accepteront pas. Les pays qui en ont juste un petit peu et de façon éparse, ben, les dirigeants politiques prendront la décision pour ceux qui ont de l'épargne, qu'on leur capte et qu'on leur titrise. C'était ça le sous-entendu. Donc il y a des pays comme l'Irlande, Luxembourg, qui sont plus vraiment intéressés par l'euro et qui pourraient être intéressés par une sortie. Et puis il y a des pays qui sont gros exportateurs, qui ont des économies très simples comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui n'ont aucun intérêt à conserver l'euro comme monnaie. Eux aussi, ils ont beaucoup d'exportations, ils ont une économie très simple. L'euro ne leur sert qu'à être pieds et poings liés avec Bruxelles et avec la Banque Centrale Européenne. Et il est non négligeable, évidemment, qu'aujourd'hui, ces pays-là prennent la décision de sortir avec le poids qu'aurait la sortie de notre grand pays, si c'était la France ou l'Allemagne, par exemple. Mais toujours est-il que si on met tout à plat aujourd'hui, on s'aperçoit que les seuls pays qui sont encore en bonne santé au sein de pas l'eurosystème, mais la zone européenne, de la Commission européenne, l'Europe à 27, ce sont les pays qui n'ont pas l'euro, comme le Danemark, par exemple, et que pour les pays qui ont l'euro, comme nous, tous ont intérêt à quitter l'euro. Et on s'aperçoit plus largement que cette zone euro est tellement formidable sur le plan monétaire, économique et le tissu industriel et politique, que Bruno Le Maire, ministre des Finances, c'est la vérité tout de même. Lorsqu'il quitte ses fonctions, il va enseigner à quel endroit? À Paris, à Bordeaux? Non, en Suisse. Dans le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas l'euro et qui ne fait pas partie de l'Union européenne, dans le seul pays d'Europe qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui n'a pas l'euro par conséquent. Le voilà le résultat. En plus. En plus, il aura du mal à être extradé s'il y avait besoin à travers la Suisse. Et je voulais juste rebondir, Tom, par rapport à ce que tu disais sur Target 2, très justement. Mais le problème, c'est que la puissance allemande, sur le plan politique aussi au niveau de l'Union européenne, fait que leur intérêt de commercer à l'intérieur de la zone euro, notamment par rapport à leur industrie et l'automobile, est relatif par rapport à ce que tu disais. Mais justement, leur volonté et leur force pour négocier des traités internationaux qui leur permettent d'écouler leurs produits industriels au détriment de notre agriculture, parce que c'est donnant-donnant au niveau des traités internationaux. Et ça nous enfonce encore davantage, parce que leur intérêt là, il est très net, et notre désintérêt, notre désavantage, il est extrêmement net également. Et c'est ce qui va se passer avec le Mercosur, qui va être signé, soyez-en sûrs. Il est signé début octobre. En effet, c'est un sujet important, mais par conséquent, est-ce que, Tom Benoît, vous pensez qu'une sortie de l'euro, au vu de notre état industriel actuel, on a vu les derniers chiffres industriels qui ne sont pas bons, notamment ceux sur les PME, est-ce qu'une sortie de l'euro
peut nous permettre de relancer nos exportations et de recréer cet appareil industriel qui s'est considérablement affaibli ces dernières années? Oui, la réponse elle est toute simple, c'est oui évidemment, avec une politique libérale qui serait menée en amont. Si vous sortez de l'Union européenne et que vous sortez de l'eurosystème et que vous menez la même politique socialiste que celle qui est en cours aujourd'hui, qui n'est pas une politique libérale, qui n'est pas une politique mondialiste non plus, et qui n'est pas vraiment une politique sociale, mais une politique socialiste, voilà, socialo-mondialisée. Ce qu'on appelle les démocrates aujourd'hui, parce que ceux qu'on appelle les démocrates, généralement, sont ceux qui le sont le moins. Mais par démocrate, on a défini une forme de centre assez moyenneux, comme ça, qui rassemble des gens qui dépensent beaucoup avec de la dépense publique, qui paralysent le business parce que le business c'est mal, et que l'économie de marché c'est mal, et qui décident du business, et qui font faire du business à des gens qui sont des lobbyistes. Ça, ce sont les démocrates. Ce sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà. Donc si un pays comme la France, un grand pays, avec des gens comme vous, qui travaillez peut-être dans la fonction publique, il y en a, et il doit y en avoir qui sont entrepreneurs également, et il y en a qui sont commerçants, et il y en a qui sont retraités, et qui ont cotisé toute leur vie pour être retraités. Et donc il est normal qu'on les paye également lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite et qu'ils ont cotisé toute leur vie, puisqu'on fait venir des immigrés également dans l'intervalle, et que ça coûte à l'État, puisqu'on envoie de l'argent à des pays qui sont en guerre également dans l'intervalle, et que ça coûte de l'argent à l'État. Les retraités qui ont cotisé pendant 30 ou 40 ans, il est logique qu'ils soient payés, il me semble. Donc si des gens faisant partie de ces catégories reprennent le contrôle de l'État, et qu'effectivement vous avez des commissions qui seraient formées à échelle locale, à échelle nationale, pour faire de vraies économies, pas pour faire les faux semblants qui ont été mis en avant ces derniers temps. J'entends parler de l'abrogation du fonds vert par exemple, le fonds vert qui est une hérésie totale, quelques milliards qui étaient dépensés pour réfléchir à quel endroit planter un arbre au milieu des campagnes, ou peut-être d'en planter au milieu des ronds-points plutôt qu'au milieu des forêts. C'était ça le fonds vert, créer de la cohésion pour la transition écologique. Mais si on prend de vraies commissions qui font faire des économies à l'État français, si on abaisse les prélèvements obligatoires de 80% pour toutes les sociétés qui font moins de 20 millions de chiffres d'affaires, toutes, sans exception, moins de 20 millions de chiffres d'affaires en France, et que dans l'intervalle vous imposez à toutes les sociétés qui exercent une tâche auprès d'un public français, c'est-à-dire les opérateurs téléphoniques, les banques, par exemple, qui travaillent pour des usagers français, de relocaliser les postes qu'elles ont délocalisés, parfois en Ukraine, parfois en Algérie, pour les opérateurs téléphoniques. Vous avez tous des Jean-François qui vous appellent avec des accents peu locaux et qui sont payés à coups de lance-pierre, il faut le dire, ce qui fait pression à la baisse également sur les salaires des employés potentiels français qui, eux, sont à la charge de l'État. Ben moi, je propose que plutôt que d'embaucher Jean-François sur une plateforme en Algérie 300 € par mois, on embauche Jean-François à Paris, réellement, au SMIC, et qui ne soit pas à la charge de l'État, et qui génère des prélèvements qui continuent justement à faire fonctionner l'État. Et que ce Jean-François ici ne soit pas au chômage et qu'il puisse travailler, vivre correctement et dépenser son argent directement dans le pays. Et si vous faites ça avec votre monnaie nationale, forcément qu'au bout d'un moment, vous avez un schéma libéral qui va se réinstitutionnaliser. Et bien sûr que la monnaie va baisser, le cours de l'euro va baisser, mais c'est exactement ce qu'il faut. La pire des choses, c'est d'avoir l'euro cher que nous avons aujourd'hui, mais qui n'est pas un euro fort. La preuve en est, le commerce intérieur est paralysé. Il vous sert d'avoir un euro fort. Vous avez un commerce intérieur totalement paralysé, aujourd'hui, en France. Eh bien évidemment que vous allez avoir une monnaie, comme à l'époque du franc, justement, qui vous permettra d'exporter votre savoir-faire et de redevenir, mais vraiment, pas comme le dit Bruno Le Maire, un pays de producteurs et un pays d'exportateurs. Mais pour ça, il faut ouvrir les vannes sur le plan politique, sur le plan monétaire, et changer totalement de cap, évidemment. Oui, juste... Merci. On fait un petit changement d'invité pour cette table ronde. Tom Benoît nous quitte, mais il est remplacé. On peut l'applaudir bien fort. Oui. C'est une transformation éclair. Donc Tom Benoît, bonjour.
Tu permets que je réponde à... Alors, oui, justement. Ici présent. Oui, donc je trouve que Tom Bezois a raison de répondre effectivement oui sur la dimension réindustrialisation, la réelle, hein, pas celle qu'on nous sert aujourd'hui, parce que le dernier trimestre, on a perdu 1,9 de pourcentage sur la production industrielle. Et il parle de réindustrialisation depuis 3 ans, avec les plans, etc. C'est toujours la propagande la même. Mais pour réinstaurer ce que disait Tom, il faut aussi réinsuffler une part d'État dans la chose. Parce qu'il faut par exemple le contrôle des capitaux. S'il veut réaliser effectivement ce qu'il disait sur le fait de réinsérer les emplois en France, d'accord, il faut effectivement que ça passe par un contrôle des capitaux, parce que les entreprises, sinon, elles vont directement à leur intérêt à court terme. C'est normal, c'est comme ça. Mais l'État doit être le maître du jeu de ce point de vue-là. Et il doit effectivement imposer des règles à tous pour que ça puisse fonctionner. Et ces règles-là passent, bien sûr, par une libéralisation, mais contrôlée par l'État. Alors, justement, ce qui était intéressant dans le propos de Tom Benoît, c'est que cette Union européenne qui est présentée comme un monstre libéral et surtout une technostructure bureaucratique. Et justement, Enné Bussac, est-ce que... Ah oui, vous avez un micro, voilà. Enné Bussac. En fait, moi je voudrais en fait parler de ce qu'on pourrait faire pour sortir, si on devait sortir de l'euro. Je sais que c'est pas un scénario qui va se passer demain, hein. Mais si on propose rien, si on dit juste non, ou si on dit juste on va rester sur le cash et puis c'est tout, c'est pas très sexy. Et du coup, dans les monnaies numériques, ce qu'on appelle les cryptos aujourd'hui, mais qui est en train de devenir plus grand que ça, on a des idées hyper intéressantes sur la gestion de la valeur qui se mettent en place, à commencer par l'émission monétaire en fait. On a eu quelque chose qui, entre guillemets, nous a aidés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé le 5 août dernier. Il y a eu un grand crash qui a commencé au Japon et qui a expliqué en fait beaucoup de choses sur notre système monétaire. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être déjà, mais notre système monétaire est basé sur la dette. L'émission de monnaie, quand vous empruntez de l'argent, quand les États empruntent de l'argent, etc., là, il y a de l'argent qui est émis et donc il y a une dette qui est créée. La dette, c'est vraiment le fondement de notre système monétaire. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il ne faut pas s'étonner si tous les États sont endettés, y compris l'Allemagne, y compris la Russie doit être endettée, on le compare toujours au PIB à 14%, donc la dette est partout. Et pour faire simple, notre système monétaire, c'est en fait un système à 2 étages, où vous avez l'étage, entre guillemets, d'en bas, où nous sommes a priori, à moins qu'il y ait des gens ici qui travaillent pour une banque centrale, ou pour un milliardaire, où... on gagne notre argent, on paye nos loyers, nos dépenses, on va peut-être faire 1, 2, 3 crédits dans notre vie, on place l'argent à la banque, etc. Et l'étage du haut, alors là c'est la fête. C'est les gens qui ont accès à l'émission monétaire. C'est-à-dire les banques centrales, bien sûr, les gouvernements, qui font semblant de vouloir rembourser la dette. Et c'est aussi les très grandes entreprises, les milliardaires, qui sont les grosses industries, comme notamment la pharma et le complexe militaire-industriel, qui sont très proches des États et qui... Du coup, le fait d'être près de celui qui a le robinet, c'est très tentant parce qu'on va toujours essayer d'avoir plus d'argent et ça provoque des guerres, ça provoque le Covid, ça provoque toutes ces choses-là. Je suis absolument convaincu que la monnaie, le type de monnaie que nous utilisons, et qui est le même, hein, l'euro est à peu près construit de la même manière que le yen ou le dollar, hein, c'est la source de la plupart de nos problèmes. Et ça pourrait être aussi la source de la plupart de nos solutions. Et donc, si on prenait des choses intéressantes dans les crypto-monnaies, on pourrait changer, par exemple, l'émission monétaire. Aujourd'hui, l'émission monétaire, est-ce que vous savez combien d'euros sont créés tous les mois ou tous les ans? Personne ne le sait. Si on regarde, et même la Banque Centrale Européenne ne le publie pas toujours, on a des croissances de masse monétaire à 2 chiffres. Est-ce que notre économie croît à 2 chiffres? Est-ce que notre population croît à 2 chiffres? Non. Est-ce qu'on a besoin de plus d'argent pour faire tourner l'économie? Non. Évidemment, celui qui crée la monnaie, lui, il a un gros avantage. C'est jouer au Monopoly avec celui qui tient la banque et qui peut se servir à volonté. Mais les autres n'ont pas avantage. Au contraire, leur monnaie est diluée. Donc, on pourrait revoir l'émission monétaire et faire des choses très osées, comme par exemple lier l'émission monétaire à la natalité, la croissance démographique, la croissance du PIB. Si, je ne sais pas... la croissance, le PIB croît de 1% dans une année, notre masse monétaire va croître de 1%. On peut programmer ça. Et du coup, il n'y a plus quelqu'un qui va être à côté du robinet et qui va pouvoir se servir allègrement, tous ceux que j'ai cités auparavant. On va se réapproprier la monnaie. On peut aussi faire en sorte que
je sais pas, des idées comme quand des enfants naissent, on va créer de la monnaie à partir de rien, qui va être disponible 18 ans plus tard, et c'est comme ça que la monnaie va être créée, pas autrement. C'est-à-dire qu'on va encourager les choses que l'on veut encourager. Parce que pour moi, la courbe la plus inquiétante de nos sociétés, la France comme d'autres, c'est la courbe de la population. C'est-à-dire qu'on est arrivé pour la première fois, je ne sais pas si vous savez, mais à un même nombre de décès de naissance en France. Entre 650 000 et 700 000 en 2023. C'est la première fois que les courbes se rejoignent. Alors les écologistes vont dire que c'est très bien, mais je ne trouve pas que ce soit très sain. Il y a des pays qui sont encore plus en danger que nous, les pays du sud de l'Europe et encore plus le Japon et la Corée du Sud. Mais bon, c'est leur problème. Mais encourageons la natalité et lions la monnaie à soit la croissance de la population, soit la croissance du PIB. C'est une des idées qu'on pourrait mettre en place si on s'appropriait le franc et qu'on repenser l'émission monétaire. Il y a plein d'autres choses que je détaille dans mon livre, mais c'est pour moi, je vois ça comme une chance, à minima de proposer, ensuite de faire, et si on a la chance de pouvoir sortir de l'euro, de l'appliquer. Et ça se fera avec vous éventuellement, parce que je vais en parler avec Florian, qu'on puisse mettre en place un test autour de la monnaie et l'identité numérique, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense. Je sais bien que Florian n'est pas très fan de ces concepts, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et qu'il y a des choses intéressantes à faire, et des principes intéressants à reprendre, et donc il faut trier le bon grain de livret par rapport à ce qui se passe dans les cryptos, parce qu'il y a des bonnes idées à prendre, et d'autres évidemment qui ne sont pas intéressantes. Merci. Effectivement, toutes les bonnes idées sont à prendre, et effectivement, le préalable, ça reste évidemment la sortie de l'euro avant d'imaginer d'autres solutions pour l'avenir. Pierre-Yves Rougeron qui nous a rejoint, et donc je voulais qu'on parle un petit peu, fondateur du Cercle Aristote, on n'a plus besoin de le présenter, mais présentons-le quand même. Je voudrais revenir un petit peu sur les arguments qu'on nous a serinés à chaque fois, à chaque crise. Notamment l'argument tétanisant qu'on peut lire par exemple dans Les Échos. Les Échos de 2017, et je voudrais d'ailleurs que chacun puisse réagir. Certains think tanks alertent sur les conséquences d'une potentielle sortie de l'euro. Donc dans les Échos du 22 février 2017, on peut lire que l'Institut Montaigne juge que la sortie de l'euro amputerait le PIB de 180 milliards et détruirait plus de 500 000 emplois dans l'Hexagone. Comment est-ce que tu interprètes de telles déclarations? Je l'interprète avec le calme des vieilles troupes. La presse, qui je crois c'est les Échos, donc oui. Si mes souvenirs sont bons, c'est quoi? C'est Pinault ou c'est Arnaud, les Échos? C'est Arnaud, bon. Relaye l'Institut Montaigne, qui est tenu par les intérêts des mêmes, pour, si vous voulez, pour vous faire une opération que je qualifierais, après les restos du cœur, les froussards du cœur. Vous savez que son caricature, et loin de moi de dire du mal des restos du cœur, qui sont avec des bénévoles exceptionnels, mais certains vous disent que ce sont, à travers la figure des enfoirés, des riches qui chantent pour que les smicards donnent de l'argent pour les gens qui n'ont pas le RMI. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est les riches qui foutent la frousse à ceux qui gagnent 3 fois le SMIC pour qu'ils laissent tomber leurs propres intérêts économiques et tous ceux qui sont au-dessous d'eux. C'est aussi simple que ça. C'est une défense d'intérêt catégoriel qui se fait par le principe du ménat, c'est-à-dire un journaliste à ma botte va aller chercher un économiste à gage à ma botte pour le relayer en disant que c'est la neutralité du circuit de l'information. Bon, voilà, au cas où il y aurait un journaliste des Échos dans la salle, salut, bienvenue. Donc, déjà, il n'y a pas de modèle économétrique, on ne sait pas à quel moment, à quelle phase. Imaginons que la France déclenche une sortie de l'euro. On ne sait pas dans quel état sera et l'économie globale et l'économie intérieure. On ne sait rien de rien. La seule chose, c'est que c'est au doigt mouillé. Tiens, 500 000 emplois, c'est bien. Non, 1 million, c'est trop. On attendra l'édition de la semaine prochaine. Mais il faut bien que vous compreniez une chose qui est très simple.
pourquoi le système euro intéresse certains types de prédateurs économiques. Prédateurs dont vous êtes les proies, donc ça vous intéresse au premier chef. Ça les intéresse pour 3 raisons. 1, l'euro est la garantie de la neutralisation économique de l'État de la frontière. Donc ça permet, n'oubliez jamais que le passage forcé de frontières, c'est historiquement ce que veulent les prédateurs. D'accord? C'est les envahisseurs, c'est les mafias, c'est tous ces gens-là. Bon. Quand l'État est neutralisé, avec des autorités indépendantes, des banques centrales indépendantes, vous pouvez faire votre business sur le dos du bon peuple. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas l'affreuse France horrible, vu ce que je lis des années 60, avec son horrible ministère de l'Industrie et son horrible croissance de 3,5% minimum par an. Bon, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est avant tout l'intérêt d'avoir l'État neutralisé. C'est un deuxième intérêt qui, là, pour le coup, fait que l'euro n'est pas une création libérale. C'est une création oligarchique, c'est-à-dire l'enfant monstrueux d'un libéralisme pourrissant et d'un relent soviétique. L'euro casse le système de prix. Et oui, quand vous faites emprunter des Grecs auto-allemands, vous cassez le système de prix. Bah oui. Donc là, pour le coup, un libéral classique, donc une espèce en voie de disparition, peut tout à fait me dire « c'est pas moi, je suis innocent » et sur quoi il aura raison. Deuxième intérêt. Troisième intérêt, l'euro permet d'être un instrument de contrainte extérieure des sociétés. Sous prétexte d'indépendance, vous allez pouvoir mettre en rareté monétaire et étouffer toute personne qui va politiquement vous résister. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur Salvini, l'ancien supporter du Milan AC, qui est devenu homme politique et qui a été Premier ministre, un Premier ministre d'ailleurs très rigoriste sur les questions migratoires, vu qu'avant Madame Meloni, il avait le record de celui qu'on a fait venir le plus. Mais on allait voir ce qu'on allait voir. Et j'ai travaillé avec les hommes de la Lega au Parlement européen. Je peux vous assurer que M. Salvini n'avait l'intention de faire rien. Un sarkozysme de la pizza, un sarkozysme à l'italienne, un sarkozysme en plus sympa. Mais au moment où il est arrivé, la BCE a commencé à étrangler l'Italie. Au passage, pour ceux qui pensent qu'ils ne feront pas la même chose pour la France, je vous rappelle que l'Italie, 3e économie de la zone, 2e industrie de la zone. Ils l'ont fait pour eux, ils le feront pour nous. Tout simplement parce que ces gens-là ne négocient pas. Par nature. C'est le 3e intérêt du système euro. Qui est un circuit de monnaie, comme vous le savez, mais qui est avant tout une arme oligarchique pour éviter que la monnaie qui est intrinsèquement souveraine soit aussi une monnaie démocratique, ce qui intéresse mon camarade ici présent. C'était le scénario à éviter, ils l'ont particulièrement réussi. Donc, voilà pourquoi on entretient la peur, particulièrement la peur de la moyenne bourgeoisie et des classes âgées, c'est-à-dire des gens qui ont un peu de choses à perdre et qui ne se rendent pas compte parce que souvent, parce qu'ils n'ont pas le nez dessus, qu'en fait ils sont déjà en train d'être saignés. Je vais vous donner l'exemple des retraités. Beaucoup de retraités en France sont saignés par quoi? Par un phénomène dont on ne parle pas, qui est l'augmentation des revenus de transfert. Bah oui, quand vous avez le tiers de vos enfants et les 2 tiers de vos petits-enfants au chôme dû, vous leur donnez de l'argent. C'est ce qu'on appelle des revenus de transfert. Les gens sont en train de se ruiner, le capital est en train d'être dilapidé, mais il ne faut pas attendre des Échos et de l'Institut Montaigne qui viennent vous le dire, parce que quand l'argent s'évapore par les fenêtres, eux, ils sont en dessous. Donc ils ne vont pas vous donner le truc. C'est... Ultime point, je peux comprendre que ça puisse faire peur parce que ça change les habitudes. Mais vous savez, vous avez des dizaines d'unions monétaires qui se sont défaites en ce siècle. Personne n'en est mort. Par contre, un étouffement lent de population
par la rareté monétaire, des Argentins en sont morts, des Grecs en sont morts. Et malheureusement, demain, et d'ailleurs, pas demain, je vous signale que si la Mamma est en train de disparaître de l'imaginaire italien, c'est tout simplement parce que l'Italie disparaît démographiquement. Et oui, elle disparaît pourquoi? Parce que la rareté monétaire fait que les gamins n'ont plus ni les moyens ni l'envie de transmettre la vie. Vous savez, c'est assez simple. Un coup de pied dans la piscine, ça fait toujours mal. Choisir la vie plutôt que se laisser mourir, ça fait toujours mal. Et le choix de l'euro, c'est celui-là. Comme le disait un de mes vieux maîtres, Alain Cotta, sortir ou périr à petit feu. Merci Pierre-Yves. Justement, tu parlais de cette Italie qui s'est fait tordre le bras, mais il y a également la Grèce à l'époque de Tsipras, qui a par ailleurs donné lieu à un joli film de Costa Gavras, dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais qui est très bien. Oui, Conversation entre adultes, Adults in the Room, en bruxellois. Également Chypre, il me semble en 2013. Donc beaucoup de tentatives d'inféodation plus ou moins visibles. Et par ailleurs l'Italie qui, il y a 5-6 ans, avait tenté justement une forme de monnaie parallèle avec les mini-bots chers à Claudio Borghi notamment, et Alberto Bagnani. Je ne sais pas si toi tu connais un petit peu, tu avais suivi ce... Non, j'en avais entendu parler, c'est vrai, mais ça montre juste une seule chose, hein, pour réagir brièvement, c'est qu'ils nous tiennent avec l'euro. Je veux dire, si on ne contrôle pas notre monnaie, je veux dire, on est pieds et poings liés, surtout si on a 3200 milliards de dettes dans cette monnaie. Allez dire à, je sais pas moi, à la Colombie, le Kenya, le Venezuela ou un autre pays non mais votre monnaie, laissez vos voisins la gérer, ou laissez un pays qui n'a pas les mêmes intérêts que vous la gérer, et ils vont se marrer. Il n'y a que nous pour faire des trucs comme ça. Donc ça va, ça fait 25 ans qu'on se fait avoir. Donc il y a un moment, il faut réagir, quoi, hein, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays, et puis ça a des implications sociales et environnementales aussi. Hein. Il est évident qu'on ne contrôle pas notre monnaie et que, quand bien même Christine Lagarde est française, elle n'est pas là pour nous, pour notre intérêt. Par contre, loin de moi l'idée de remettre en question les dettes. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'asseoir sur les dettes, repartir avec le franc et dire non, c'est bon, on ne paie pas nos dettes, au revoir. Non, mais changer de monnaie, c'est possible. On l'a fait il y a 22 ans et demi. Repartir avec une monnaie plus saine et rassurer nos investisseurs, c'est possible aussi. Il ne faut pas écouter l'Institut Montaigne ou les autres, mais le plus triste, c'est qu'ils n'ont même plus besoin de faire la promotion de l'euro parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui le remettent en question. Ni le RN, ni d'autres personnes qui soient visibles en tout cas. Évidemment, nous on le fait, mais on n'est pas très visible encore. Justement, c'est ça qui est toujours intéressant. On voit Dominique et puis Pierre-Yves par ailleurs, on voit qu'effectivement les partis installés ont renoncé à défendre ces propositions depuis quelques années. Pourtant, l'opinion reste à peu près stable dans sa méfiance vis-à-vis de l'euro. On voit aussi que les syndicats sont très peu critiques en France de l'euro, alors qu'en Allemagne, par exemple, notamment les syndicats patronaux sont un petit peu plus inquiets et sont prêts à remettre en cause certains dogmes. Comment est-ce que tu analyses cette situation ? Je dirais même plus, quoi, si tu veux, que pour être un parti institutionnalisé en France, il faut être pro-Union européenne, il faut être pro-euro, et il faut être pro un certain nombre d'autres choses. Sinon, vous n'êtes pas un parti institutionnalisé. Vous n'avez pas le droit à votre ticket. Le RN a voulu son ticket de parti institutionnalisé, alors il a tout abandonné de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en l'espace de 7 ans, il a totalement abandonné l'ensemble de sa colonne vertébrale. Ce qui fait qu'il en a plus. Il vogue à vue. C'est-à-dire qu'il vogue par consensus sur le plan, effectivement, de ce qu'il ressort de l'opinion publique par rapport à des sondages.
Donc si les sondés sont plus favorables à ceci ou à cela, ben on y va. Vous voyez l'idée? Il n'y a plus de colonne vertébrale, c'est l'inverse du politique. C'est une vraie dégradation du politique de ce point de vue-là. Et c'est vraiment catastrophique. Et c'est aussi comme ça que des instituts comme l'Institut Montaigne et puis les journaux qui vont bien avec, se permettent de dire des énormités comme celles que Thibault nous a présentées. C'est même pas du doigt mouillé, quoi, les 500 000 chômeurs supplémentaires. C'est carrément n'importe quoi de ce point de vue-là. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le macronisme qui existe depuis 7 ans, et j'espère qu'il va s'écrouler avant le terme, échu, j'espère. Ce serait bien, j'espère que vous l'espérez aussi comme moi. D'accord? Eh bien, cette soumission, c'est vrai que l'Union européenne aimerait bien que ça se poursuive. C'est pas forcément évident. D'accord? En plus, la France, c'est un peuple turbulent. C'est un peuple qui a beaucoup de qualités de ce point de vue-là. C'est un peuple qui est différent des autres peuples européens et puis qui a une autre portée sur le plan mondial. Bon, aujourd'hui, c'est un peuple qui n'a plus effectivement l'aura qu'il avait. D'accord? C'est évident. Mais c'est potentiellement un peuple que certains pays peuvent attendre encore dans le monde. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est aussi extrêmement, je dirais, signalé, repéré, et on est très attentif à la démarche. Alors Macron, il signe tout, effectivement, de Bruxelles. C'est le soumis, quoi. C'est-à-dire, c'est S2C, quoi. Soumission, compromission, corruption. D'accord? Il signe tout. Okay? Et tout le personnel politique avec lui. Bien évidemment, par rapport à ta question, Thibault, il est certain que les salariés, les petits entrepreneurs, les petits commerçants voient les faillites se développer considérablement en ce moment, contrairement à ce qu'on entend. Bien évidemment, les chiffres du chômage sont truqués. On fait des catégories, vous savez, de plus en plus. À la limite, pour être un chômeur aujourd'hui déclaré, il faut carrément le crier sur les toits, quoi. Vous voyez, il faut sortir de chez soi et dire « je suis chômeur et je suis fier de l'être ». D'accord? Donc, c'est une situation qui n'a pas de sens aujourd'hui. On ne sait plus où est la vérité, on ne sait plus où est le bon sens, on ne sait plus où est le sens commun, parce qu'il n'est pas donné par l'État et le gouvernement. Donc j'espère qu'on reprendra les choses en main très rapidement. Vous êtes là et vous êtes conscient et vous êtes éveillé au bon sens du terme et vous le savez. Et j'espère que on va trouver une issue ensemble, parce qu'on ne pourra la trouver qu'ensemble, cette issue. Et elle est attendue, furieusement attendue. Merci Dominique. Par ailleurs, en préparant cette table ronde, j'avais retrouvé un autre article des Échos, écrit 5 ans auparavant, qui indiquait que la sortie de l'euro provoquerait la destruction d'1 million d'emplois. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, ils ont baissé leur pronostic. Et puis arrive, il y a un des arguments très spécieux, qui est qu'aucun économiste sérieux ne propose la sortie de la zone euro, et ça arrête la discussion tout de suite pour certains. Ah oui. Alors, les critères d'un économiste sérieux, ça me fait vachement marrer. Alors, si tu veux, donc, très bien, Monsieur Tirole est européiste. Je rappelle que Maurice Allais, qui était notre premier prix Nobel d'économie, lui était anti-euro, rabique et radioactif. Donc, Monsieur Tirole ne l'est pas, gloire à lui. Le problème, c'est que ça fait un prix Nobel partout, balle au centre. Donc, je passe les Bouzou, les Pisani-Ferry, les économistes à gages, etc. Enfin, c'est qui un économiste sérieux? C'est qui un économiste sérieux? Un économiste respecté à l'international? Jacques Sapir. Un économiste respecté par le monde de l'entreprise? Jean-Jacques Rosa. Un économiste qui a été secrétaire de la trilatérale, pardonne-moi de te le dire, Alain Cotta. Donc, c'est quoi un économiste sérieux? C'est qui? C'est qui? Il y a Joseph Stiglitz aussi. Comment? Il y a Stiglitz. Ah si, 2 prix Nobel à 1, avantage. Donc, autre, respecté dans le monde de l'entreprise, Toiti. Chez les gestionnaires de fonds, vous les connaissez, Béchat, Delamarche. Donc, à un moment, et une partie de la critique universitaire pour en être sur l'euro,
c'est pas qu'ils sont pour, c'est qu'ils se taisent. Je vais vous donner l'exemple avec la plus belle fleur de l'économie française théorique depuis la guerre, l'école de la régulation, dont la plus belle fleur fut Jacques Sapir. Michel Aglietta, théoricien important de la monnaie souveraine, vous savez comment son ralliement à l'euro a été obtenu? Est-ce que vous le savez? Tous les théoriciens de la monnaie souveraine étaient allergiques à l'euro. Je vous renvoie à l'ouvrage publié chez Odile Jacob, La monnaie souveraine, c'est un ouvrage cardinal. Or, pourquoi l'école de la régulation a plié le pavillon? Tout simplement parce que Michel Aglietta a obtenu une commission de la part de Lionel Jospin. Hein, Michel Clouscar, le sociologue, avait une catégorie pour ça, il appelait ça le semi-prostitutionnel. Pourquoi semi? Or, vous voyez ce que je veux dire? Michel Aglietta est un grand économiste, la seule chose c'est que, comme dirait l'autre, comme on disait de Talleyrand, il est intelligent mais il est intéressé. Donc c'est triste un grand cerveau qui s'avilit comme ça. Comme disait Victor Hugo sur Chateaubriand vieillissant, c'est triste un lion qui aboie. Mais voilà, c'est, si vous voulez, une partie de la critique universitaire pour ne pas être en face de l'eurocratie et pour ne pas être en face du qu'en dira-t-on en laboratoire de recherche, c'est mis à quatre pattes. Mais la plupart, même des jeunes économistes, et je pense même à des gens qui ne sont pas non plus des foudres de guerre, je pense à David Kaila, je pense à d'autres comme ça, commencent à comprendre que l'euro n'est pas une monnaie au sens d'une monnaie souveraine, et ne peut pas l'être. L'euro est un programme politique qui vous enserre. Mon ami Norman Palma, grand économiste souverainiste qui nous a quittés l'an dernier, parlait d'un corralito, un corral à bestiaux. C'est ça l'euro. C'est-à-dire c'est la seule monnaie au monde qui est livrée avec une notice, ne peut être utilisée que comme ça. Et depuis, vous vous appauvrissez et vous vous appauvrirez. Alors, s'il faut être un grand économiste pour juste ne pas le voir, eh bien, Dieu bénisse les clairvoyants contre ce qu'Emmanuel Todd appelle les crétins diplômés, ce que je pourrais appeler les aveugles subventionnés. D'autant que Jacques Sapir avait effectué une étude pour la Fondation Respublica qui donnait des chiffres très différents de ceux de l'Institut Montaigne. On arrive à la conclusion et à la fin de cette table ronde. Un dernier mot de nos invités. Aîné Bussac. Oui, alors effectivement on est à la fin. Moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment ouvrez votre esprit par rapport à la monnaie, c'est-à-dire soyez conscient qu'on est basé sur un système qui fonctionne que par la dette et que l'émission monétaire est contrôlée par des gens qui ne veulent pas votre bien. Si on s'approprie l'émission monétaire, et dans les cryptos il y a beaucoup de modalités, beaucoup de tests, ça peut absolument tout changer. Après il y a les thèmes que je défends dans les livres, c'est-à-dire pour faire très simple que les monnaies numériques sont programmables, peuvent être utilisés pour faire des micro-paiements et peuvent être dédiés à un usage, qui ouvrent encore plein d'autres possibilités d'automatisation, de démocratisation, etc. C'est une chance d'avoir ces technologies, et l'humanité a toujours évolué en utilisant des nouvelles technologies. Hein. Le feu a commencé par le feu, et toutes les technologies ont deux pendants. On peut regarder le mauvais ou le bon, enfin deux faces. Okay. Ouvrez votre esprit par rapport à l'argent, parce que c'est fondamental, et c'est en ayant une forme de monnaie meilleure que je pense qu'on aura une société meilleure. Et c'est ce vers quoi j'utilise mon énergie, et c'est pour ça que je suis là. Merci. Dominique, un dernier mot. Pour compléter, je dirais également que la monnaie, c'est une fierté nationale. C'est donc un acte de souveraineté qui est fondamental. Et pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'en ai marre de tous ces ponts, ces portes, ces fenêtres qui n'ont aucun sens, qui sont abstraits, qui nous renvoie à un Monopoly, d'accord, mais pas à une réalité française, pas à Montesquieu, pas à Rabelais, pas à Victor Hugo. Et ça, c'est quand même très 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 dommage. Alors une autre peur qui est véhiculée aussi par le système, c'est la peur de la dévaluation. Dévaluation, vous voyez, on dit que ce sera une catastrophe, il y aura une dévaluation terrible, etc. Il y a eu pas moins d'une dizaine de dévaluations pendant la Ve République. Et personne n'est mort, à ma connaissance. La dévaluation, ça touche en fait très peu de gens.
très peu de gens, ceux qui bougent, ceux qui voyagent, etc. La monnaie, c'est à la fois quelque chose qui est un baromètre, qui nous dit et qui nous éclaire, qui nous informe sur la réalité de l'économie à un moment donné dans un pays par rapport aux autres, mais c'est aussi un élément technique, la monnaie, qui peut nous permettre d'ajuster le tir, en réévaluant, en dévaluant, en fonction effectivement de la situation. Ces deux éléments majeurs, on en est privé. C'est cruel et la France ne mérite pas ça. La France mérite de retrouver sa grandeur, à travers la monnaie notamment. Merci à vous. Merci à tous. On est un petit peu pris par le temps, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à poursuivre les échanges avec nos intervenants sur leurs stands respectifs notamment. Pour notre part, ceux qui le souhaitent peuvent signer l'appel d'Arras, l'appel au rassemblement qui se trouve juste ici, et on va s'y employer. Nous dépassons un petit peu de notre temps. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite du programme. Merci à vous. Merci.